Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous en podcast où on vous parle de tech et des enjeux de société. On vous parle aussi d'appareils, de gadgets, surtout dans cet appareil. En fait, on a prévu dans cet épisode d'été, de milieu de mois d'août, de vous parler de quelques conseils d'achat de rentrée. Bon, on a aussi quelques actualités généralistes autour de la tech, mais je m'étais dit que c'était intéressant en cette période de l'année où peut-être vous envisagez de vous équiper pour le mois de septembre, pour la rentrée à venir, de smartphone, de PC, pourquoi pas, et donc de faire un petit point d'actualité sur le sujet, un petit point sur tout ce qui est disponible entre vos mains, d'autant que maintenant on a le choix. Alors on n'est plus dans l'ère foisonnante il y a de cela quelques années où les révolutions se faisaient année après année, mais on a quand même des jolies choses à relayer, avec quand même, je dois le dire, même d'entrée de jeu et dès l'intro, un petit pincement au cœur, parce qu'on n'a pas envie non plus de booster la consommation à tout prix. Maintenant c'est devenu ainsi un enjeu écologique de pas trop consommer. Donc surtout prenez les conseils qu'on va vous donner, les recommandations qu'on va pouvoir vous donner uniquement si vous aviez projeté de remplacer votre produit et peut-être que votre produit aujourd'hui tourne très bien et qui fait très très bien son job, et c'est tant mieux comme ça. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver. Je suis accompagné pour cet épisode de Cassim Ketfi, journaliste Frandroid. Salut Cassim, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. On est en plein, justement, on a le nez dedans chez Frandroid sur tous les dossiers de rentrée pour justement accompagner les gens soit avec leurs nouveaux appareils, soit effectivement sur les conseils à l'achat, même si, comme tu l'as bien rappelé, moi je suis toujours d'avis de bien conseiller aux gens de ne renouveler que quand ils en ont vraiment besoin, et que s'ils renouvellent, justement, d'essayer de leur donner les bons choix pour qu'ils aient le moins souvent à renouveler à l'avenir. C'est sûr que c'est un double message, et même parfois on me dit est-ce que je peux prendre tel appareil, il a tel stockage, etc. Et puis souvent c'est les entrées en gamme de prix au niveau du stockage, et j'ai souvent tendance à dire aux gens, bah non, prends peut-être un peu plus, même si parfois il y a des stockages qui sont carrément surdimensionnés pour beaucoup de besoins, mais j'ai toujours tendance à pousser un petit peu, à aller un petit peu plus loin dans les capacités d'achat, parce que je me dis que c'est aussi ce qui fait la durabilité des produits. Il y a les processeurs, il y a la date à laquelle il est sorti, il y a les mises à jour de sécurité, etc. Bon, on en reparlera peut-être en détail ensemble, Cassim. Merci beaucoup en tout cas de répondre une fois de plus à l'invitation. On a commencé en plus en off notre petit épisode avec des échanges autour des micros, autour des équipements matériels pour la production de contenu. Donc on est bien dans le bain là avec Cassim. Avant de parler tous ces sujets ensemble, je voulais juste relayer le fait qu'évidemment vous êtes toujours nombreux à soutenir Tech Café sur Patreon, et évidemment c'est hyper important pour nous, c'est hyper important pour la vie du podcast, c'est hyper important pour continuer à lui donner une dynamique, une régularité. Alors rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour savoir comment ça fonctionne. Je vous fais un petit spoil, c'est très simple. Il vous suffit de créer un compte et de contribuer avec des toutes petites sommes pour chaque épisode qui sort, et vous pouvez en plus plafonner tout ça, annuler à n'importe quel moment, donc une mécanique super vertueuse et très transparente. Allez jeter un coup d'œil si vous ne connaissiez pas encore. Un petit clin d'œil aussi à Thomas Bertrand, Johan Mer et Grégory Devis, qui sont les derniers à avoir rejoint la plateforme de financement participatif. Et puis dans le menu des interactions que je me dois de vous rappeler au début des épisodes, il y a donc le financement participatif qui vous permet donc de bénéficier notamment des épisodes sans la pub, d'un flux privé avec des épisodes complémentaires et de plein d'autres avantages que je vous laisserai les découvrir. Mais il y a aussi une autre plateforme qui est très très cool pour nous soutenir, c'est les plateformes de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict, que vous connaissez probablement bien sur Android. Vous pouvez aller évaluer votre podcast favori, et donc Tech Café, avec un petit nombre d'étoiles comme vous avez l'habitude de le faire maintenant, je pense, et nous dire pourquoi est-ce que vous aimez le podcast et pourquoi est-ce que vous recommanderiez à d'autres personnes de l'écouter. Rendez-vous aussi sur le serveur Discord. Alors ça, c'est vraiment un pli que j'ai pris cette année et encore plus cet été, c'est de gagner en régularité sur le serveur Discord de Tech Café. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode, et évidemment on sera ravis d'interagir avec vous et que vous puissiez interagir entre vous, fans de Tech Café.
On va commencer par. Alors, on a finalement deux rubriques phares un peu en tech que j'avais prévu d'aborder, mais on aura d'autres petits appareils dont on pourra parler après. Et puis, donc, on va parler aussi d'actu généraliste, notamment avec les services de streaming qui commencent à être facturés un petit peu plus cher, la gestion de la donnée sur iOS, des petites évolutions chez Google pour la consommation de jeux vidéo, une proposition de Amazon qui fait très Black Mirror en créant une série basée sur tous les contenus captés avec les sonnettes connectées Ring. On parlera de tout ça, mais donc d'abord on va parler de recommandations de consommation parce qu'en plus il y a un sujet qui a fait les gros titres des derniers jours, c'est les smartphones pliants, en tout cas la dernière génération des smartphones pliants qui a été proposée par Samsung. Donc il y a deux produits qui se complètent un petit peu avec deux approches différentes et donc complémentaires. Il y a le Samsung Galaxy Z Fold 4 et le Samsung Galaxy Z Flip 4 qui sont tous les deux donc les dernières itérations des smartphones pliants. On rappelle peut-être que le Fold c'est un format un peu carré, un peu livre qui s'ouvre. Vous recouvrez en repliant l'appareil un grand écran d'une surface un peu inhabituelle, un peu carré, et vous avez à l'extérieur un petit écran complémentaire avec on va dire principalement une itération par rapport à la version 3 sur un meilleur appareil photo, sur un processeur qui va tenir encore un tout petit peu plus la route, même si c'était pas forcément c'était pas vraiment un défaut qu'on pouvait identifier avant. En tout cas, les choses avancent bien dans ce sens-là. La durabilité qui n'a pas l'air d'être fondamentalement changée, mais qui a l'air d'être tout à fait acceptable. Et puis donc le Samsung Galaxy Z Flip 4, qui est une approche assez différente. Au lieu d'imaginer avoir une petite tablette qu'on va replier au format d'un smartphone, là il faut s'imaginer que c'est un smartphone qu'on va replier en deux pour avoir un format un petit peu accessoire de sac, un petit peu format accessoire de maquillage, j'allais dire, pour les références féminines. Et donc c'est un appareil qui offre un encombrement beaucoup plus réduit, qui est beaucoup moins utilisable que le Fold quand il est replié. Alors, il y a un tout petit écran, mais c'est vraiment pour des notifications. Je pense que c'est vraiment pas le lieu d'utiliser le smartphone quand il est replié. Et donc là aussi, c'est une itération qui fait sens. Ça reste des produits qui sont assez chers, donc c'est peut-être ce qu'on aborde en premier parce qu'il y a le feu de l'actu, mais je suis pas certain encore une fois que le prix arrive à convaincre beaucoup de consommateurs, mais c'est quand même l'occasion. On est quand même au-delà de 1500, on est même au-delà de 1700 euros pour ces produits, donc ça va chercher quand même assez loin. Je sais pas si Cassim, tu voulais t'attarder un petit peu sur cette nouvelle version dans un premier temps des smartphones pliants de Samsung, et puis aussi est-ce qu'on peut aujourd'hui en 2022 conseiller aux consommateurs de s'équiper d'un smartphone pliant? Alors déjà, clairement, on est sur des petits refresh cette année sur les deux smartphones, donc il y a pas de révolution. Samsung a fait beaucoup évoluer la formule sur les premières générations. Là, on est vraiment sur un renouvellement beaucoup plus léger. Donc déjà, si vous avez une ancienne génération, par exemple, à mon avis, déjà il y a pas besoin de changer. Donc si vous étiez déjà convaincu par le format. Après, tu as parlé des prix. Je voulais juste corriger sur le Flip, qui est beaucoup plus accessible, entre guillemets, oui, puisqu'il est à 1100 euros et pas 1500 et quelques. C'est vraiment le Fold qui est très cher. Même si 1100 euros, évidemment, c'est déjà très cher pour un smartphone. On se comprend. C'est juste, il y a un gap de 500 euros entre les deux. Donc forcément, ça les place pas dans la même gamme exactement. Le Flip est du coup celui qui se vend bien mieux et qui est justement Samsung un peu a réussi à inscrire comme justement smartphone un peu de mode avec ce format clapet qui plaît beaucoup. Il y a une praticité qui est assez indéniable quand même. Et comme il est à 1100 euros, c'est un smartphone que tu peux beaucoup plus facilement être volontaire pour acheter parce que ça reste un smartphone après haut de gamme et que c'est parmi les meilleurs Android. Voilà, côté Samsung, c'est une référence. Donc, avec les performances qui vont bien en plus. C'est ça, voilà. Qui ne gâche rien. Mon indicateur, tu sais, au passage, ça a été moi. Alors c'est vraiment l'indicateur complètement subjectif et qu'on peut très difficilement indiquer dans un travail journalistique sérieux et digne de ce nom. Mais quand tu commences à voir des personnes style profil maîtresse d'école d'élémentaire qui te disent en permanence à quel point c'est des personnes qui sont pas à l'aise avec la technologie ou des personnes dans mon entourage qui sont vraiment utilisateurs mais pas passionnés, tu vois, de smartphones, ils en font vraiment un usage vraiment quotidien normal, quoi. Et quand tu vois que ces personnes-là commencent à s'équiper de Flip 4, enfin de smartphones pliants sur ce format-là, c'est que tu te dis ça commence à s'installer un petit peu. Je suis pas certain que ce soit la majorité des smartphones qui circulent aujourd'hui, mais loin de là, forcément. Non, et après moi j'ai du mal d'une manière générale de toute façon à recommander des smartphones sauf exception. Après
tout dépend des besoins des gens et des budgets des gens, évidemment. Mais moi, j'ai toujours du mal à recommander des smartphones qui excèdent de 1000 euros. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire, en tout cas en dessous de 1000 euros, pour s'équiper pour du long terme, sans passer par ces. Après, voilà. Après, c'est sûr que si on est séduit par le format pliant, il n'y a pas d'alternative, notamment en France, il n'y a vraiment pas d'alternative à Samsung, et le flip s'impose comme une référence assez naturelle, quoi. On peut toujours se faire un peu, je le présente comme ça, se faire piéger par les offres des opérateurs, parce que il faut rappeler que quand vous avez un smartphone super pas cher avec votre opérateur, c'est que bien souvent vous remboursez le smartphone avec l'abonnement mobile qui est vendu avec. Donc évidemment, faites très attention à ça. Et pour autant, en valeur d'achat, là, on a des Flip 4 qui arrivent à 300 euros chez les opérateurs. Je pense que c'est des prix qui sont tout à fait acceptables. Là encore, il faut garder en tête le fait que tu vas payer très cher ton abonnement derrière, mais bon. Et je profite de ce moment pour l'aborder, parce que je pense que c'est assez à propos, puisqu'on parle d'un nouveau téléphone qui est justement un léger refresh par rapport au précédent. Évidemment, on a assez naturellement, et je pense que c'est une de nos erreurs dans la presse, à peut-être recommander les derniers produits parce que c'est les meilleurs du marché et qu'ils ont été testés. Mais dans le cas présent, et ça nous arrive sur Frandroid, surtout en ce moment, de recommander, faut pas hésiter à partir d'anciennes générations qui sont encore très bien, qui sont encore très performantes, notamment si vous pouvez passer par du reconditionné. Après, des fois, les marques même les gardent au catalogue, donc vous pouvez même acheter en neuf à tarif réduit parce que les distributeurs font des promos dessus. Faut pas hésiter, si vous tombez sur une très bonne promotion, par exemple sur un Z Flip 3, et que vous êtes intéressé par le format pliant, il n'y a pas vraiment d'injonction à passer directement au Z Flip 4, vu les faibles différences d'une génération sur l'autre. Et ça vaut, là, on s'attarde sur Samsung, et parce que c'est le premier truc sur lequel on s'attarde, mais ça vaudra aussi pour pas mal de produits. Je pense à certains PC aussi dont on va parler. Je pense que on va souvent évoquer le fait que les nouvelles générations sont pas forcément révolutionnaires, et qu'il faut pas hésiter à se diriger vers d'anciennes générations qui sont souvent encore bien mis à jour, encore performantes, et encore tout à fait au niveau, quoi. Ouais, c'est intéressant, je l'avais pas du tout en tête, notamment pour les pliants, en fait. Moi, tu vois, comme quoi on a quand même des habitudes de consommation qui sont parfois bien installées, y compris quand on s'estime être un tout petit peu averti. Mais là, tu vois, effectivement, je vois qu'il y a des économies sur le Z Flip 3 notamment, et ouais, j'imagine que ça change pas suffisamment la donne pour refuser de réduire de quelques centaines d'euros la facture, ça c'est clair. Bon, écoute, on a retenu un petit peu ce segment. Il faut savoir aussi, on va pas être exhaustif sur le sujet, mais que des smartphones pliants, il y en a aussi à la concurrence qui se dessine. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait difficile, bon, tu vas me contredire peut-être, mais de conseiller autre chose qu'un Samsung si jamais vous avez vraiment envie d'un pliant. Alors c'est ce que je entendais tout à l'heure, mais en fait les autres souvent sont pas commercialisés en France. C'est souvent des smartphones qui sont commercialisés en Chine. Je pense à Huawei, je pense à Xiaomi qui vient d'annoncer son Mix Fold 2. Voilà, c'est pas des smartphones qui sont souvent commercialisés en France, ou à vraiment un faible nombre d'exemplaires. C'est clairement Samsung qui est leader sur ce marché. Pour moi, il y a pas d'alternative, quoi. Et oui, on pourrait penser aux Surface Duo aussi. LOL, non, prenez Samsung. Le LG Spirit du double écran qui sont collés pour faire un smartphone pliant. Ouais, ça n'a pas convaincu, ça. Ok, donc on va mettre de côté un petit peu nos smartphones pliants qui sont probablement pas la plus grande exigence. Par contre, il y a un autre segment de smartphones qui est très attendu de la part des gens, parce qu'il faut quand même rappeler à quel point c'est une demande forte de la part des consommateurs. C'est quand on veut un smartphone, aujourd'hui, quand on veut un smartphone neuf, j'ai l'impression qu'une des fonctions phares, presque même, j'ai l'impression, au-delà de l'autonomie maintenant. Mais bon, tu vas peut-être là aussi me contredire, parce que je pense que tu as peut-être beaucoup plus l'habitude que moi d'aborder ces aspects consommateurs. Mais c'est la photo. Et très souvent, les gens, quand ils demandent un nouveau smartphone, c'est aussi un smartphone pour faire des belles photos, pour capter leur quotidien. Quand même c'est des photos du petit dernier ou de leur meilleur voyage, j'ai l'impression que c'est vraiment une priorité importante, et on peut comprendre. Là, vous avez carrément un article chez Frandroid, quels sont les meilleurs smartphones pour la photo en 2022. Donc tu confirmes, Cassim, c'est vraiment l'attente numéro 1 aujourd'hui quand on remplace son smartphone? C'est clairement le critère. Alors, c'est pas le mien, mais c'est clairement le critère de numéro 1 des gens d'une manière générale. C'est marrant, pourquoi c'est pas le tien, alors que justement dans ton boulot t'es amené à beaucoup faire de prises de vue, enfin beaucoup, j'en sais rien, mais tu peux être amené potentiellement à faire des prises de vue, couvrir des événements, etc. Oui, mais en fait, la plupart. Alors, c'est ce qu'on va. Alors déjà, on va le dire tout de suite. Il y a plein de smartphones effectivement qui sont excellents en photo aujourd'hui, et sur toute une gamme de prix. Et en fait, pour mon usage à moi, la plupart, ça va pas être mon critère numéro 1. Après, je vais essayer d'éviter un smartphone qui est mauvais en photo, mais ça, moi, je mets plutôt la priorité sur
la durabilité et sur le rapport, on va dire performance, autonomie. Ok. Bon, ça se tient. Mais bon, chacun, voilà, mais il y a pas par contre, c'est indéniable que le critère numéro 1 de n'importe qui, tu demandes à 10 personnes dans la rue, il y en a 9 sur 10 qui vont te dire que c'est l'appareil photo, le premier critère. Ils veulent fort, des belles photos. Ça montre d'ailleurs à quel point les constructeurs d'appareils photo plus traditionnels ont dû subir un bouleversement dans leur consommation, dans leur vente en fait, qui devait être assez dingue. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on vous recommande absolument pas quel conseil de la rentrée pour un appareil photo, évidemment. Alors en tout cas, le podium chez vous pour les meilleurs smartphones pour la photo en 2022, donc en toute transparence, hein, je m'appuie évidemment sur un des articles que vous avez diffusé. Le podium, c'est, si je dis pas de bêtises, la sélection. Vous avez quand même un Apple, un iPhone que vous mettez dans le top 3. L'iPhone 13 Pro Max, j'ai quand même l'impression qu'on pourrait dire Pro Max ou Pro pas Max, parce que sauf erreur, la prise de vue pour le coup cette année sur la version 13 Pro est très très comparable. Donc peut-être que le 13 Pro peut suffire, mais en tout cas ça c'est pour ceux qui aiment Apple. Ceux qui détestent Apple auront peut-être tout intérêt à se tourner, s'ils ont le budget qui va bien, vers le Vivo X80 Pro qui là aussi est mis en exergue dans votre article. Et ce qui est assez intéressant quand même, c'est de garder à l'esprit à quel point y a un acteur qui propose de la très très belle prise de vue en smartphone avec des prix plutôt compétitifs, c'est Google avec les pixels. Et ça, je pense que c'est un peu la marque de fabrique et la signature absolue quand on veut un smartphone Android sur lequel on veut pas se ruiner, mais qu'on veut peu de compromis en matière de photo. Il y a les Google Pixel, notamment le 6A qui est à moins de 500 € et qui fait effectivement des prises de vue hyper convaincantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur cette sélection, Cassim ? Non, t'as à peu près tout dit. Je rajouterais que il y a vraiment beaucoup de références qui sont aujourd'hui très bonnes en photo. Il y a eu vraiment une progression assez forte de la part des fabricants, notamment parce que déjà la chaîne s'est énormément améliorée, c'est-à-dire les fabricants de capteurs, les fabricants d'objectifs, etc. Maintenant c'est un savoir-faire que il y a beaucoup de marques qui ont acquis, et puis on sait que ce qui compte énormément, c'est le traitement logiciel. Et le traitement logiciel, aujourd'hui, il est beaucoup aidé par et Qualcomm et Google de base dans Android. Évidemment, il y a encore tout un travail fait par chaque marque, mais chaque marque s'est énormément améliorée aussi. Aujourd'hui, c'est rare de tomber sur des... Faut comprendre que c'est assez rare de tomber sur des smartphones qui sont vraiment mauvais en photo. Moi, j'explique souvent que les gens... En réalité, ce qu'ils veulent, c'est une belle photo souvenir qui va souvent être 2 jours. C'est rare. Déjà, les photos de nuit, aujourd'hui, pour différencier nous des smartphones et vraiment les mettre à l'épreuve, on est obligé de le faire sur des photos de nuit, etc. Parce que c'est les conditions les plus difficiles. Mais dans le concret des gens du quotidien, quand ils sont en vacances ou quoi, ça va pas forcément être le cas d'usage le plus fréquent, même si en soirée, évidemment, on a envie aussi de prendre des photos et que c'est important de pouvoir différencier les appareils photo. Voilà, je pense que 90% des gens seront satisfaits, même à partir d'un Redmi Note, globalement, des photos que va prendre leur smartphone. Maintenant, il y a effectivement des smartphones qui se démarquent par vraiment une excellence et le bon rapport qualité-prix. Effectivement, il y a le Google Pixel. Je voulais juste mentionner aussi la marque Oppo, parce que on l'a pas forcément en tête. C'est assez récent. C'est une marque qui s'est installée de façon finalement assez récente en France, qui a plutôt bien profité du retrait de Huawei, un peu des difficultés de Huawei pour s'imposer sur le haut de gamme. Et c'est pas une marque forcément auquel on pense souvent à Samsung, Apple ou Google comme trio un peu de tête, mais Oppo a vraiment réussi à prendre une assise en termes de qualité photo sur le haut de gamme. Donc je voulais le mentionner. T'as mentionné Vivo aussi, qui est pas forcément une marque pareil qu'on a en tête quand on pense smartphone, et pourtant ils ont bien réussi à se démarquer cette année. Donc voilà. Je me rappelle, moi, mais il y a de ça de nombreuses années, hein, de Oppo. Alors, je sais pas si tu te rappelleras des modèles, moi je me rappelle absolument pas des noms, mais qui avait justement cette caractéristique d'avoir des captations, enfin les objectifs photo qui pouvaient se motoriser ou se retourner pour faire soit une prise de vue à l'arrière, soit faire du selfie. Et ça reste pour moi, dans mon esprit, une des premières marques à avoir vraiment proposé ça au grand public. Alors, je pense que l'histoire a démontré que ça avait pas convaincu les foules non plus, mais d'avoir comme ça ce capteur
capteur photo qui pouvait se retourner pour que tu fasses à la fois l'arrière et l'avant. Oui, je sais pas si je me trompe d'ailleurs. Non. Enfin, il me semble effectivement, mais de manière générale, Oppo, dans l'ombre, en fait, enfin, sans forcément qu'on s'en rende compte de façon aussi notable que si ça avait été, je sais pas, Samsung ou Apple, a beaucoup innové dans le domaine des appareils photo. C'est eux qui ont été les premiers de mémoire à offrir un périscope, enfin une construction en périscope du capteur photo, enfin de l'assemblage photo, quoi, du sandwich photo. Ils ont aussi, je crois, pas mal travaillé sur la stabilisation. Bref, chaque année, ils essayaient d'un peu d'être les premiers sur tel ou tel techno pour justement se faire la main. Donc bref, mais encore une fois, pour résumer, il y a pas déjà, c'est difficile quand même de tomber sur un mauvais appareil photo. Et ouais, n'hésitez pas à regarder à chaque fois les tests, mais puis il faut savoir aussi un dernier mot sur la photo sur smartphone, que chaque marque a un peu son traitement aussi. Tout le monde ne va pas aimer le traitement des photos d'un iPhone ou d'un Google Pixel ou d'un Samsung, qui n'ont pas la même façon de gérer les photos, la façon de gérer les contrastes, les couleurs, etc. Donc ça plaît pas forcément. Par exemple, l'iPhone et Google font des photos beaucoup plus réalistes que Samsung. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais ça reste vrai. Des fois, les gens préfèrent les couleurs un petit peu plus léchées, enfin explosives de Samsung, qui font un peu plus plaisir à l'œil. Des fois, c'est pas forcément ce qui objectivement est censé être défini comme une bonne photo qu'il faut retenir. Les gens ont le droit de préférer des trucs un peu plus flashy, quoi. Enfin, oui, carrément. C'est vrai que pendant un temps, c'était facilement mis en opposition le réalisme des photos d'Apple, qui étaient parfois même un peu tristouilles, hein, on va pas se mentir. Et de l'autre côté, les photos de vision Samsung qui étaient hyper flashy, vachement plus séduisantes pour l'œil, mais un peu moins réalistes. C'est moins vrai. J'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup moins débat parce que même, sur iPhone, par exemple, aujourd'hui, c'est mis en avant dès les premiers lancements de l'application appareil photo, si je dis pas de bêtises, déjà de choisir un peu la tonalité de la prise de vue. Je sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que très très vite, quand tu lances l'appareil photo de ton iPhone, au début, il te propose de choisir plusieurs modes de pré-réglage et t'en as assez vite qui sont vachement plus flashy et plus flatteurs, quoi. Ok, alors du coup la sous-question qui se tend, c'est qu'on est en train de dire si jamais on est prêt à prendre des smartphones moins chers, on va pas forcément avoir des appareils photo aussi catastrophiques qu'avant. La question qui sous-tend tout ça, c'est finalement si j'ai un budget un peu plus serré, si je dois descendre en dessous des 400 euros pour l'achat de mon smartphone en achat neuf complet, voire même descendre en dessous. Sur quoi est-ce que je vais devoir rogner ? Est-ce que, de manière générale, dans les smartphones qui sont moins chers, dans ce que vous êtes amené à tester, Cassim, il y a quelque chose qui apparaît comme étant régulièrement le choix du constructeur qui veut faire baisser la note, à savoir, j'en sais rien, est-ce que c'est l'autonomie, le processeur ? Est-ce que c'est un petit peu tout ça systématiquement cumulé ? Est-ce que quand même l'appareil photo, on voit des dégradations en dessous d'un certain budget ? Je veux bien que tu nous donnes un peu ton aperçu sur ce qui se passe quand le prix du smartphone baisse drastiquement. Ouais, alors évidemment c'est un peu tout, mais en priorité, alors je vais contredire un peu ce que je venais de dire. Ça va être effectivement l'appareil photo. Pour bien comprendre ce que je voulais dire juste avant, je voulais dire que n'importe quel appareil photo aujourd'hui à peu près fait le minimum, fait des photos correctes, et donc il y a une sorte de socle minimum qui a été atteint où globalement n'importe quel smartphone va s'en sortir. Maintenant, entre un Redmi Note à 200 euros et un iPhone Pro à 1300 euros, évidemment qu'il y a des énormes différences. Ça va être des différences aussi, pas que en termes de qualité photo, mais en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire présence d'un zoom, présence d'un ultra grand angle. Ça va être aussi des choses comme la stabilisation. Donc là, je parle que de l'appareil photo, mais même au-delà sur le smartphone, il y a un certain nombre d'options qui vont plus ou moins être là. Je pense à la résistance à l'eau et à la poussière, qui est très présent sur le haut de gamme, parce que c'est en dehors du fait que déjà c'est un design particulier qu'il faut adopter, c'est aussi une certification qu'il faut faire passer. Donc c'est un coût supplémentaire sur ton développement de ton smartphone. Donc forcément c'est quelque chose que tu réserves plutôt au haut de gamme. Donc là voilà, la résistance à l'eau et à la poussière, la rechargement sans fil, la vitesse de la recharge, est-ce que le chargeur est inclus ou pas avec la boîte. Tout ça c'est des éléments sur lesquels les fabricants vont pouvoir rogner. La qualité de l'écran, même si aujourd'hui, à partir de 200, 250, 300 euros, on a de l'OLED de très bonne qualité, il y a quand même encore une différence entre le haut de gamme où tu vas avoir de l'OLED à 120 Hz
qui va, en plus, qui a un OLED, alors déjà de vraiment d'extrêmement bonne qualité, qui va être HDR avec toutes les bonnes certifications, mais aussi, quand je dis 120 Hz, il va être capable de moduler sa fréquence en fonction du besoin, et il va parfois, du coup, économiser de l'énergie quand il est pas trop sollicité. Là où sur des écrans moins haut de gamme, soit tu vas être limité à 60 Hz, soit ça va être des écrans qui vont peut-être monter à 90 Hz, mais qui vont pas être forcément adaptatifs. Voilà, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Forcément, on fait des compromis. Maintenant, ça fait des années que nous, on le dit, que il y a vraiment il y a des excellents smartphones à peu près à tous les prix, notamment depuis l'arrivée de Xiaomi qui fait un travail, on va le dire, qui a conquis le marché entrée de gamme de façon assez incroyable. C'est sûr, et pas que dans le smartphone d'ailleurs. Enfin, c'est assez dingue. Mais en gros, la gamme Redmi Note c'est imposé comme la référence pour qui veut un bon smartphone au bon prix, sans trop mettre d'argent dedans, quand on est très léger en budget. Il y a aussi la marque Realme qui appartient à Oppo, qui est un concurrent frontal de Redmi, qui s'en cache pas même dans le nom, quoi. Mais donc tu vas faire des compromis, tu vas faire des compromis sur les finitions, sur peut-être la durée de vie du smartphone, on le dit pas assez. Mais moi, autour de moi, j'ai quand même des gens qui ont acheté des Redmi Note il y a quelques années, et sur l'interface logicielle, sur les petits bugs, sur des petits éléments de finition sur la durée, tu sens que c'est peut-être moins bon sur la durée. Et tant qu'on est on n'a pas encore donné un peu. Je me suis beaucoup attardé sur les Redmi Note, mais on n'a pas donné beaucoup de références finalement. Tu voulais peut-être donner quelques références de smartphones particulièrement recommandables sur le rapport qualité-prix. Et en dehors du Redmi Note, qui est vraiment la référence, donc effectivement, t'as les Pixels de Google. Enfin, la gamme A, je veux dire, donc le Pixel 4A, 5A, 6A, etc. C'est ceux que je commande un petit peu à monsieur et madame tout le monde autour de moi quand on me demande un conseil de smartphone qui fait justement des belles photos, mais qui est plutôt accessible et qui va pas coûter un bras. J'ai tendance à recommander les Pixel A, justement, assez aveuglément et sans même moi-même les utiliser, mais j'ai l'impression que ça fait consensus quand même. Clairement. Et alors après, il y a un smartphone que moi j'ai un peu plus de mal à recommander cette année, et ça me fait mal de le dire parce que c'était un peu aussi un de mes chouchous les années précédentes, malgré son design vieillissant. C'est l'iPhone SE. Alors moi je le conseillais plutôt dans une démarche. Pour moi, c'était le smartphone à conseiller dans une certaine démarche écologique, puisque déjà, un bon smartphone écologique, c'est un smartphone qui dure longtemps, donc c'est un smartphone qui sera mis à jour pendant longtemps. Il y a rien de mieux en termes de rapport qualité-prix sur ce point-là que l'iPhone SE, puisqu'il a la dernière puce. Et qui sera mis à jour par Apple pendant une bonne dizaine d'années, visiblement. Enfin, vu le nouveau rythme des mises à jour qu'a pris Apple depuis pas mal d'années, a priori, il sera mis à jour pendant longtemps. Et un bon smartphone durable, c'est aussi un bon smartphone tout court. C'est-à-dire que pour moi, des expériences comme le Fairphone sont intéressantes en termes de conception, de journalisme, etc. Mais c'est pas un produit qu'on peut recommander, sauf, c'est vraiment un public qui va se diriger vers le Fairphone, c'est un public qui va être vraiment conscient des défauts du produit, qui va vouloir avoir une certaine démarche. Militante. Oui, voilà. Je comprends tout à fait si quelqu'un me dit qu'il a acheté un Fairphone, je comprends tout à fait. Voilà, il y a pas de souci. Mais pour moi, un smartphone que tu vas vouloir garder pendant de longues années, c'est aussi un smartphone qui va justement être performant, qui va être agréable à utiliser sur la durée, pour justement pas avoir envie de le changer. Et je crains que quelqu'un qui achète un Fairphone, même avec les meilleures intentions du monde, au bout de quelques années, il ait peut-être des ralentissements, peut-être que comme Fairphone n'est pas responsable de la fabrication des puces, c'est Qualcomm, qui dit, en fait, une fois que tu délègues ça, en fait, tu délègues aussi le suivi logiciel, parce que c'est je schématise largement, mais en gros, c'est Qualcomm qui est responsable du suivi logiciel des smartphones, on va dire ça comme ça, en termes de pilote, etc. Donc c'est Qualcomm qui conditionne le nombre de mises à jour Android que va recevoir votre téléphone, plus ou moins. Je schématise fortement, mais bon, voilà. Non, mais c'est important de le rappeler, parce qu'on peut avoir cet aperçu comme ça à la base d'avoir un Fairphone où effectivement il y a une maintenance, etc. C'est pas si simple, encore une fois, derrière la promesse. Vous regardez les Fairphones, vous voyez qu'il y a eu des soucis justement ils ont quelques versions d'Android de retard, etc. Ils font et c'est pas faute d'avoir une bonne volonté de la part de la marque aussi. Mais Apple, maîtrise de bout en bout sa chaîne, et donc l'iPhone SE, on le recommandait. Moi, je le recommandais un peu moins parce que ils ont augmenté petit à petit le prix.
et 529 € pour un design aussi daté et aussi voilà, c'est 64 gigas d'ailleurs. Ouais, c'est quand même un peu cher par rapport à un Google Pixel 6a qui est à 459 €. Parce que t'as quand même sur l'iPhone SE, t'as un appareil photo qui vieillit. Enfin, tout le design est vieillissant en fait, quoi. Ouais, carrément. Même l'interface, pour le coup, aujourd'hui, on a beaucoup de smartphones qui sont entièrement tactiles. Enfin, il y a même plus de boutons physiques pour le bouton d'accueil, etc. Le SE garde encore cette tradition et ça devient vraiment difficile en 2022 de recommander ça, pour le coup. Ouais. Bon, très bien. Je pense qu'on donne en plus quelques références et puis vous l'avez compris, en trame de fond, mais la recommandation ultime, surtout si vous êtes en France, peut-être un petit peu moins aveuglément si vous n'êtes pas en France, mais allez jeter un coup d'œil chez Frandroid sur tous les tests et les comparatifs sur le site internet. Vous aurez toutes les infos qui vont bien. Un dernier volet qu'on peut aborder, c'est celui des smartphones compacts. Moi, je garde encore en tête cette arrivée des grands smartphones. On parlait même à l'époque de phablettes, qui est un terme, je pense, qui a largement disparu. Même quand aujourd'hui on voit revenir des grands smartphones, petites tablettes qui se replient comme le Fold dont on parlait tout à l'heure, j'ai pas l'impression qu'on parle couramment de phablettes. Le terme avait en plus un côté un petit peu, le terme n'était pas très très positif, je trouve. Il avait un côté un peu grassouillet qui était pas très séduisant. Au-delà de ça, j'ai l'impression que l'usage courant est devenu quand même d'avoir des écrans plus grands. Pour autant, si je me base sur les références de subjectivité dont je parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ne jurent que par les formats mini, notamment des iPhone mini, parce qu'ils considèrent qu'ils ont besoin de l'utiliser encore à une main et que ça les agace de pas avoir un smartphone sur lequel ils peuvent utiliser la totalité ou presque de l'écran avec leur pouce. Ils ont besoin de quelque chose de compact qui fait effectivement peut-être un peu place à des compromis, notamment en termes d'autonomie, mais qui reste beaucoup plus portable. Est-ce que ça reste un combat aujourd'hui, le fait d'avoir des smartphones compacts, ou est-ce que ça commence pas à être un petit peu un faux sujet, Cassim ? C'est carrément, c'est une catégorie qui a quasiment disparu et qui vit très difficilement parce que le marché international est complètement drivé par le marché chinois, enfin poussé par le marché chinois et d'une part et le marché américain d'autre part, qui sont très gourmands en smartphones de grande taille. Donc du coup, et après, de fait, le marché, c'est aussi, je pense, habitué pour le grand public à des smartphones, oui, on va dire, de grande taille par défaut. Mais il y a quand même un public dont je fais partie, je dois le confesser, qui est revenu un peu. Enfin, moi, en tout cas, c'est marrant parce que j'avais le premier Galaxy Note, donc j'ai été des premiers à avoir un grand smartphone. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai un iPhone mini, donc comme quoi. Mais c'est un marché qui vit très difficilement. On voit que Apple a priori va abandonner sa gamme mini cette année, enfin avec l'arrivée de l'iPhone 14. Donc du coup, c'est assez compliqué. Mais heureusement, il y a quand même une ou deux références qu'on peut recommander, sachant que même l'iPhone mini est vraiment compact. C'est un des smartphones les plus petits du marché. Au-dessus, les smartphones qu'on dit compacts sont malgré, sont encore d'une bonne taille, quoi. Ils pourraient être c'est pas le compact qu'on connaissait il y a quelques années avec l'âge d'or des smartphones. Mais je voulais mentionner explicitement, le mettre en avant parce qu'on a beaucoup parlé de l'iPhone déjà, même si j'adore mon iPhone mini, il y a pas de souci. Je voulais mentionner le Zenfone 9 d'Asus qu'on a testé il y a pas longtemps et qui est un peu un de nos coups de cœur. Et on n'est pas les seuls à avoir eu un coup de cœur pour ce téléphone, donc notamment il y a Marcus Brownlee qui en a beaucoup dit du bien, MKBHD. Qui est un excellent smartphone compact, parce que alors tu pourrais me poser la même question que pour pour le prix, c'est-à-dire quel compromis on fait quand on rétrécit la taille d'un téléphone. Et souvent on s'attend à une autonomie plus faible, à des appareils photo de moins bonne qualité parce que il y a moins de place pour l'appareil photo. Et il se trouve que le Zenfone 9 arrive plus ou moins à tout concilier dans un prix qui en plus reste, on va dire, accessible entre guillemets, puisque c'est un smartphone haut de gamme à 799 €, donc à 800 €, qui honnêtement, entre guillemets, pas cher pour un smartphone haut de gamme. Aujourd'hui, malheureusement, on est habitué à ce que les prix des téléphones haut de gamme soient autour des 1000 €. Des fois plus, des fois moins. Là, voilà, 800 €, on est sur une gamme qui est déjà plus abordable. Et c'est un monstre d'autonomie. C'est un des téléphones qui a eu le plus d'autonomie qu'on a testé depuis assez longtemps.
Puis il a vraiment toutes les caractéristiques, donc un écran 120 Hz OLED, donc j'ai dit une bonne autonomie, très bonne performance puisqu'il a le meilleur Snapdragon du marché, et des photos qui sont un peu en retrait par rapport à ce que fait la concurrence, mais qui sont quand même tout à fait acceptables. Donc je connaissais pas du tout en fait. Exactement, c'est pour ça que je l'avais. C'est exactement et alors petite cerise sur le gâteau pour ceux pour qui ça pourrait compter. Il a un port jack et ah oui, effectivement, c'est peut-être le seul en 2022 à avoir un port jack, donc enfin à mentionner. Voilà, et il a un design vraiment j'ai envie de dire choupinet. Ouais, il est en plus il est loin d'être ridicule, il est plutôt sérieux, il fait plutôt mastoc, assez moderne, mais tout à fait élégant. Je suis en train de le regarder, effectivement, il est plutôt sympa. C'est marrant de voir que effectivement c'est le smartphone compact, j'allais dire sans compromis, y compris sur le port jack, ce qui effectivement est un point important en 2022. Excellent. Cool. Deux petites questions très rapides pour clôturer un peu cette rubrique conso smartphone. La question qui se pose assez souvent, j'ai l'impression, désolé, hein, c'est très, encore une fois, Apple centré, mais est-ce que je dois attendre le prochain iPhone pour changer d'iPhone? Bon, ça c'est un vaste débat, hein. J'ai envie de vous dire, au moment où on est là, en août, il est fort probable que d'ici 1 mois ou 2 mois, il y ait une nouvelle gamme de smartphones de la marque Apple qui soit sortie. Donc oui, mon conseil c'est plutôt de dire que maintenant vous êtes à mi-août, attendez les prochaines annonces et vous allez soit vous rabattre sur les smartphones précédents qui vont avoir baissé de prix, soit sur le top du top qui vient de sortir et vous aurez là encore une fois les gros avantages. Enfin, quand je dis gros avantages, attendez-vous quand même à ne pas avoir de grandes révolutions sur les innovations de la prochaine gamme d'iPhone. On est habitué maintenant. Donc ma réponse c'est, comme on est au mois d'août, oui, attendez un peu, vous avez tout à y gagner, mais surtout l'ultime question qu'on peut se poser, mais on a déjà répondu en trame de fond, c'est dois-je changer de smartphone? Moi, j'ai envie vraiment de dire à quel point, quand on fait une revue conso pour les smartphones, le message de fond, c'est vraiment pas de dire changez si jamais votre appareil d'aujourd'hui vous satisfait et répond à vos attentes. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes très frustré des photos que vous prenez au quotidien et que vous avez l'impression, ça peut être important, il faut pas le mettre de côté, mais d'avoir une partie de votre vie familiale qui passe de côté dans les souvenirs parce que vos photos sont trop souvent floues, parce que les enfants ça bouge beaucoup, parce que vous êtes souvent avec eux dans des conditions de basse luminosité, parce que votre intérieur est comme ça. Bon, bah oui, moi je pense que ça peut justifier le fait de changer de smartphone pour avoir un smartphone, notamment un des photophones dont on vous a parlé, si vous en avez la possibilité, ou un smartphone plus récent si l'actuel est un peu ancien pour avoir des belles photos. Je pense que ça peut justifier. Il faut pas prôner non plus le smartphone durable à tout prix, et j'aime bien ce que tu disais en parlant du Fairphone, parce que il faut reconnaître qu'au-delà de l'aspect militant et des spécialistes qui vont être amenés à prendre ce type de produit, il peut y avoir un aspect souffrance à vivre avec un smartphone qui est vraiment pas non plus dans une logique de mise à jour fréquente et de modernité. Donc il faut être transparent là-dessus. Mais évidemment, changer de smartphone si jamais uniquement ça vous pose un problème, parce que peut-être qu'aujourd'hui ça vous suffit largement, quoi. J'ajouterais juste sur le sujet de l'iPhone que de garder en tête que très probablement l'iPhone 15 qui sortira à la fin de l'année 2023 va passer à l'USB-C. Je pense que c'est un élément à garder en tête. Si vous pouvez attendre une année de plus pour le renouvellement de votre iPhone, je pense que ça vaut peut-être le coup d'attendre justement 2023 pour le changer et passer. Voilà, ce sera un nouveau design, une nouvelle connectique, etc. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir le premier iPhone USB-C plutôt que le dernier iPhone Lightning à choisir entre les deux. Carrément. Et ouais, du coup, et pour être plus précis, enfin c'est plus simple dans le cas d'Apple, donc on peut en parler. Si vous avez par exemple un iPhone 13, un iPhone 12 ou les iPhones encore même 10, 10S, à mon avis, ils vivent encore très bien, et je pense qu'il n'y a pas besoin de changer, en particulier vraiment 12 et 13, il y a vraiment pas besoin de renouveler. Et je pense qu'il y a eu bon, les gens sont en train de le faire, ce changement. Mais il y avait une habitude, il fut un temps peut-être de renouveler son smartphone tous les ans, tous les 2 ans. Je pense qu'il y a vraiment une habitude à changer et à essayer d'éviter de en fait, il y a une sorte de, je pense qu'il y a, notamment chez les utilisateurs Apple, mais pas que, hein, il y a une sorte de réflexe à vouloir renouveler tous les 2 ans, parce que c'est une habitude qu'on a pris depuis le premier iPhone, depuis l'iPhone 3G.
Et je pense qu'il faut pas hésiter à essayer de remettre en question cette habitude, peut-être ce réflexe, voilà. Tout à fait. Et en plus, un iPhone 10 aujourd'hui, qui date d'il y a quand même quelques années maintenant, alors oui, il n'aura pas la fluidité que vous allez pouvoir observer sur les dernières surtout. versions. Il va pas avoir effectivement l'autonomie, quoique parfois une autonomie, une batterie qui a bien vieilli, il suffit de la remplacer pour une batterie neuve pour aussi gagner beaucoup en durabilité et d'ailleurs en puissance de processeur, enfin en fréquence de processeur plutôt. Bon, évidemment, c'est pas l'autonomie des oui, ce que je veux dire, c'est que surtout que l'iPhone a fait un énorme progrès en termes d'autonomie sur les dernières années par rapport à l'époque iPhone 10. Mais... C'est sûr, et effectivement, à cette époque-là, il n'y avait pas ça. Mais t'as raison de souligner à quel point ce port Lightning, qui est pour moi la verrue de cet écosystème, la plus grosse des verrues sur cet écosystème, il est urgent d'attendre pour qu'on ait enfin une version qui soit en USB-C. On va faire l'équivalent avec des guillemets, je pense que vous les entendez dans ma voix, de la rubrique smartphone pour la partie ordinateur, pour boucler un petit peu ce tour de piste de l'équipement de la rentrée, parce que au-delà d'un smartphone, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je pense notamment aux étudiants, à des personnes qui veulent se lancer dans un nouveau boulot, ou qui tout simplement, parce qu'ils voient qu'ils arrivent à un palier au niveau de l'usage de l'ordinateur principal en famille, veulent s'équiper donc d'un nouvel ordinateur. Alors, ça va être très difficile peut-être d'avoir, parce que j'ai pas en tête autant de références et de possibilités. Alors voilà, déjà t'es là et c'est aussi pour ça que t'es là, Cassim. Donc déjà, tu vas pouvoir nous aider un petit peu. Moi, les quelques réflexions que je me faisais autour d'un PC, c'était de dire que il y avait deux approches principales. Il y avait l'approche de l'usage et il y avait l'approche de la plateforme. Je m'explique. Pour moi, choisir un ordinateur aujourd'hui, c'est alors bien évidemment avant tout choisir entre un ordinateur portable et un ordinateur fixe. Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Mais j'ai presque envie de dire la réponse va être assez évidente dans votre quotidien et vous n'avez probablement pas besoin d'un épisode de podcast pour vous aider à cerner cet aspect-là. Par contre, vous allez avoir besoin de savoir si vous allez avoir besoin de ressources graphiques et souvent ça se manifeste parce qu'on veut jouer avec son ordinateur. Donc est-ce que votre ordinateur va vous servir à jouer? Je passe de côté évidemment les usages professionnels qui sont ou étudiants, aspirants professionnels qui ont besoin de ressources pour du développement, pour du traitement vidéo, photo, du montage, audio ou pas. Bon, évidemment c'est des usages un peu particuliers, mais au quotidien je dirais que ça se différencie entre est-ce que je vais jouer avec ou pas. Et la deuxième chose c'est quelle plateforme je suis prêt à adopter. Et à ce jour, moi j'ai envie d'en citer trois. Une qui est extrêmement évidente et qui est aujourd'hui tout à fait solide et qui a fait ses preuves et qui est vraiment un bon choix, c'est Windows. Aujourd'hui, un PC Windows, c'est clairement le choix de la stabilité, de quelque chose qui sera le plus ouvert probablement par rapport aux usages. Oui, je sais qu'il y a des Apple fanboys qui vont me jeter des tomates pourries en mettant en avant la stabilité avec Windows, mais si, je pense qu'aujourd'hui en 2022 on peut le dire. Il y a clairement les amoureux de l'écosystème à la pomme qui là vont peut-être pouvoir se tourner vers un Mac. Alors quel Mac, notamment quel Mac portable? Là tu vas peut-être pouvoir aussi nous donner tes regards, Cassim. Mais je voudrais aussi citer une plateforme que je vois pas encore là communément répandue. Alors on les voit répandues un peu dans certaines statistiques d'achat, mais je pense qu'on les constate pas dans mon indicateur subjectif de l'entourage consommateur. C'est les Chromebooks, parce que ça reste quand même des produits où aujourd'hui on peut arriver à des appareils qui sont hyper intéressants d'un point de vue usage et performance et rendu qualitatif, avec quand même un niveau d'emmerdement assez limité parce que la plateforme Chrome OS permet beaucoup de limiter cet aspect mise à jour du système, installation d'applications, etc. Même si les dernières versions s'en rapprochent un petit peu. Donc voilà, j'ai envie de vous inviter à vous poser en tout cas ces deux questions, des usages, est-ce que vous allez avoir besoin de beaucoup de ressources graphiques notamment pour jouer, et de quelle plateforme vous êtes prêt à adopter. Est-ce que tu as des éléments pour affiner un petit peu ce radar, Cassim, toi à ton niveau? J'ai plusieurs éléments. D'abord, le premier, c'est sur la question du jeu vidéo. Je voulais, avant d'oublier de le mentionner, je vais le mentionner maintenant. La question du cloud gaming, c'est-à-dire que de plus en plus, il faut avoir une bonne connexion et mais ça va être amené à se démocratiser de plus en plus. Et c'est déjà utilisable. Autant avant, c'était plutôt une preuve de concept il y a quelques années, autant désormais c'est vraiment un usage qui peut être là, notamment à travers GeForce Now, mais aussi à travers le Game Pass, qui sont les deux services, je pense qu'on peut facilement recommander. Vous pouvez jouer à beaucoup de jeux
un large catalogue dans les deux cas sur n'importe quelle machine. Donc vous avez plus forcément besoin de Windows et vous avez plus forcément besoin d'avoir un PC performant pour jouer. Maintenant, tous les jeux vidéo ne sont pas disponibles en cloud gaming. Il faut avoir une bonne connexion, donc ça s'adresse pas à tout le monde. Et puis il faut payer forcément un abonnement, voilà. Donc ça s'adresse pas à tout le monde, mais c'est quelque chose que je veux donner pour l'avoir en tête. Ça peut aiguiller sur un choix. T'as raison, ça affine un petit peu les questions qu'on peut se poser. T'as raison. Maintenant, effectivement, sur le PC. Clairement, la plupart des gens vont plutôt investir dans des PC portables en général. Et si vous avez un PC fixe, vous savez très bien pourquoi vous avez un PC fixe. Ce qui est mon cas. Tu me disais en intro de cet épisode, et je pense que c'est hyper intéressant de le relayer, c'est cette spécificité du marché français, parce que là aussi, une des raisons pour laquelle on peut facilement conseiller Frandroid, c'est que vous êtes évidemment aussi tourné vers une consommation en France, pas qu'en français, mais aussi principalement pour la France. Et il y a des spécificités dont tu me faisais part qui sont hyper intéressantes pour les ordi portables. Oui, notamment, je mentionnais le fait qu'en France, on a une appétence particulière, en France et en Allemagne, pour les machines de 15 pouces et plus, notamment pour les familles, je pense, qui ont ça comme ordinateur unique, je pense, dans le foyer pour Netflix et compagnie, qui veulent avoir un écran confortable et un rapport qualité-prix, un rapport confort-prix, je pense que les gens recherchent. Donc c'est des formats qui sont encore assez populaires. Ça m'étonnerait pas aussi que côté étudiant, du coup, je pense que ça peut être assez populaire pour des machines qui sont capables de faire du jeu vidéo, justement, parce que j'ai quand même été étudiant. Il y a pas, ça commence à dater maintenant, mais c'est encore relativement récent dans ma tête pour que je puisse savoir que j'avais quand même pas mal de collègues qui avaient des PC capables de faire du jeu. Pour pouvoir avoir le PC qui fait un peu tout, que tu transportes un peu partout. C'est pas forcément toujours idéal en termes de poids, mais voilà. Et du coup, pour attaquer plus frontalement le sujet, pour ce qui est des PC sous Windows, je vois un peu 3 cas d'usage. Je vois les ultra portables qui vont être vraiment le format PC le plus léger possible, où on va plutôt se tourner vers du Surface Laptop, vers du ZenBook. Le ZenBook est une des meilleures références aujourd'hui côté PC avec son écran OLED, sa légèreté, etc. Donc ça, voilà, ça va être ce genre de référence-là côté ultra portable, le Dell XPS 13, voilà, ce genre de référence. Donc là, c'est vraiment être le poids plume, le plus d'autonomie possible, ce genre de choses qu'on va aller chercher. Je vois après les formats tablettes, mais ça c'est devenu très rare. Mais je voulais quand même mentionner, moi j'ai fait une partie de mes études avec la Surface Pro. Et c'est vrai que c'est pratique d'avoir une tablette sur laquelle tu es capable de pouvoir prendre des notes au stylet de façon manuscrite et qui fait en même temps PC, c'est-à-dire que tu peux après avec le clavier vraiment passer en mode PC pour la programmation, des choses vraiment usage très très PC qui sont pas disponibles sur un iPad par exemple. Rédiger ton texte, quoi. On a beau dire, en 2022, rédiger un texte, on a encore besoin, je pense, beaucoup d'un clavier mécanique, quoi. C'est difficile sur une tablette. Oui, mais je pense même, là, pour faire la différence avec un iPad auquel tu pourrais aussi rajouter un clavier, je pense aussi à des logiciels auxquels tu n'as pas accès aujourd'hui sur l'iPad, qui sont vraiment les logiciels de programmation, des choses un peu plus avancées en termes de puissance. Voilà. Et le troisième cas d'usage que je vois, à part les tablettes et les ultra portables, c'est effectivement ces PC performants. Là, ça va plutôt être les gammes Lenovo Legion ou VivoBook chez Asus, qui sont des gammes ou TUF même chez Asus, alors là, ou Zephyrus carrément pour le haut de gamme. Ils vont être des gammes plutôt orientées jeux vidéo. Donc souvent des PC plus mouse, plus proches des 2 kilos. Mais encore relativement, dans le cas de Légion par exemple, encore relativement léger, avec des cartes graphiques plutôt optimisées pour des châssis très fins, mais qui vont être quand même capables de faire tourner. Et puis un truc que je mentionne souvent dans mes tests, quand on pense jeux vidéo, souvent les gens pensent immédiatement à Red Dead Redemption et Assassin's Creed. Le jeu vidéo étant ce qu'il est de sa largesse et de son incroyable richesse, il n'y a pas besoin d'avoir une bête de course pour jouer à Stardew Valley, à Among Us ou à même Overwatch, qui sont des jeux pourtant de très haute qualité. Bref, il y a de quoi faire, il y a de quoi passer des centaines d'heures de jeu sur des PC beaucoup moins performants que les meilleurs du marché. Il n'y a pas forcément besoin d'une RTX 3080 pour jouer à Stardew Valley ou au dernier jeu 2D, Hollow Knight par exemple, ou Hades, ce genre de jeux indépendants qui sont pourtant d'excellente qualité, quoi. Ouais, t'as raison de rappeler aussi à quel point le jeu vidéo, effectivement, c'est pas que des titres hyper énergivores d'un point de vue performance aussi.
Ouais, je voulais mentionner du coup tu parlais des Mac, les Chromebooks pour le coup je vais me taire, je vais pas avoir grand chose à recommander parce que c'est effectivement pas un marché qui est très fort en France et j'ai du mal pour l'instant encore à recommander des Chromebooks. Après je pense que ça peut être enfin pour le coup je vais avouer ne pas être spécialiste assez du truc pour vraiment dire ou pas s'il faut se tourner vers ce genre de machine. Je vous invite à vous renseigner sur les capacités des Chromebooks, à vraiment vous renseigner sur ce genre d'écosystème. Je pense effectivement peut-être sur la gamme des prix à moins de 500 euros, il y a peut-être des trouvailles à faire pour quelque chose de très fluide, très tourné vers le travail en ligne et la prise de notes. Vraiment, voilà. Ça peut effectivement, il peut y avoir de belles références, je pense. Ouais, on peut brancher en toute transparence les copains du CKB Show, donc vous avez le podcast qui s'est pas arrêté cet été et il parle très très bien, pas que d'ailleurs, mais aussi des Chromebooks, de Chrome OS au sens large, de l'écosystème un peu Google, mais vraiment il parle avec beaucoup de maîtrise des Chromebooks. Et peut-être la remarque qu'on peut se faire, c'est que si vous faites la réflexion de sur mon ordinateur aujourd'hui, je passe 95% de mon temps sur Chrome ou sur Safari, Firefox d'ailleurs, mais si vous faites 95% du temps de votre usage sur un navigateur, il y a de bonnes raisons de vous dire que vous pourriez vous investir un Chromebook, surtout que maintenant il y a des applications Android qui sont dispo dessus, donc bon, mais allez effectivement consulter des médias de référence dont le CKB Show, je pense que vous aurez matière à découvrir là-dessus. Ouais. Et donc pour les non mais très bien. Et donc pour le Mac, je voulais tu me tendais la perche tout à l'heure. Ben oui, parce que tu es investi sur le sujet, c'est ton travail, tu es obligé de tester un Mac, Cassim. Effectivement, bah tu sais que maintenant j'utilise au boulot un MacBook Air là pour au moins pour l'année à venir. Donc je commence à avoir le nez dedans. Alors clairement, donc déjà depuis que Apple est passé à ses puces, déjà c'est des machines qui sont beaucoup plus facilement recommandables qu'auparavant. Et ce que j'aimerais dire, c'est d'abord que la puce Apple M1 et a fortiori la puce Apple M2, mais surtout la puce Apple M1 convient à 99,9% des usages. Puisque de toute façon, le jeu vidéo, honnêtement, j'ai essayé avec un MacBook Pro M1 Max, donc ce qui est un des trucs qui se fait de mieux chez Apple. J'ai essayé le jeu vidéo sur Mac, c'est toujours pas ça. J'espère, pour le coup, j'espère que ça va se développer. Je pense que Apple a un truc à jouer avec. Pourquoi c'est toujours pas ça? C'est moche ou... Non, c'est que alors il y a très peu de jeux disponibles compatibles. Le catalogue est pourri. Le peu de jeux compatibles, c'est souvent par la couche d'émulation Intel et puis enfin genre. C'est pas pour rien que quand vous lisez un test du MacBook Air sur The Verge, ils testent avec Rise of the Tomb Raider, qui est un jeu qui date de 2013, quoi. C'est non, mais c'est comme ça. Mais maintenant qu'Apple est en train de se remettre au niveau en termes de rapport performance-prix, juste, enfin, en tout cas sur ses puces, je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer de la part des développeurs et peut-être que le jeu vidéo va un peu plus se démocratiser sur MacBook, on verra à l'avenir. Mais du coup, cet usage étant exclu, 99% des usages que vont avoir les gens sont complètement couverts par un MacBook Air M1. Nous, c'est la machine qu'on recommande le plus. On recommande pas le M2 qui est plus cher. Le MacBook Air M1 est vraiment la référence pour moi. Payer ça pour, il y a moyen si vous scrutez les promos, il y a moyen des fois de l'avoir pour autour des 1000 euros. Et il est déjà tombé à 999 euros. Et là, c'est une machine qui vous accompagnera pendant toutes vos études, pendant plusieurs années, qui est très performante, qui est très autonome. Qui est vraiment très agréable pour travailler, pour prendre des notes, etc. Qui est silencieuse accessoirement. Et qui est alors je vais insister là-dessus, qui est silencieuse parce qu'effectivement sans ventilateur, et qui dit pas de ventilateur dit aucune pièce mécanique dans la machine. Oui. Et donc là aussi une durabilité accrue puisqu'il y a moins de risques de panne ou même de ventilateurs qui s'encrassent, etc. Donc, et malheureusement, par contre, s'il y a panne, c'est la mauvaise nouvelle, quoi. Effectivement, une panne matérielle, quoi. C'est la mauvaise nouvelle pour le coup. Mais bon. Mais c'est quand il n'y a pas de pièce mécanique dans une machine, c'est quand même beaucoup plus rare, du coup, fatalement, qu'il y ait ce genre de panne. Et puis c'est aussi des machines, les MacBooks, qui sont très performantes sans être connectées à une prise, ce qui est quand même assez important, notamment dans des amphis, etc. Donc, contrairement aux machines, les PC Windows qui ont la mauvaise habitude de perdre en performance si vous les branchez pas, notamment les machines les plus performantes, celles qui ont des cartes graphiques, etc. Oui. Dès que vous les débranchez en usage PC portable, elles perdent beaucoup en performance. Donc ça, c'était plutôt des bons points des Mac. En gros,
si vous savez que vous avez besoin enfin, ceux qui veulent un MacBook Pro, vous savez pourquoi vous avez besoin d'un MacBook Pro. Si vous hésitez, c'est que vous avez besoin d'un MacBook Air. Vous n'avez pas besoin d'un MacBook Pro. Et pour répondre plus explicitement, c'est du montage vidéo, de la programmation un peu très haut niveau, parce que montage vidéo, montage photo, traitement 3D, c'est la carte graphique qui prend. Donc c'est ce qui est le point fort des puces Pro, Max et Ultra chez Apple. C'est la carte graphique justement. Donc retenez montage vidéo, retouche photo et montage 3D, tout ça, il vous faut une bonne carte graphique. En revanche, programmation et bureautique et web, c'est le processeur plus la RAM le plus important. Donc voilà, la RAM, pourquoi ? Parce que quand vous faites de la programmation vraiment de haut niveau, vous pouvez avoir besoin de machines virtuelles, vous pouvez avoir besoin de ce genre de choses. Et en particulier si vous travaillez sur Mac et que vous avez besoin de virtualiser Windows. Donc là, il va falloir pas mal de RAM. Donc voilà des éléments à garder en tête. C'est plutôt clair. Je pense qu'on a orienté. Alors, on ne vous a pas cité des produits spécifiquement comme les smartphones, mais je pense que c'est plus facile de vous donner des groupes d'indications de ce type-là, qui sont quand même assez affinés. Hein. Tu avais noté quand même dans la partie PC le Samsung Smart Monitor. Tu voulais t'attacher un petit peu sur les écrans, c'est ça ? Oui, parce que si vous êtes notamment si vous êtes étudiant et que vous avez quitté peut-être votre chambre étudiant pour vivre dans votre premier appartement ou ce genre de choses, vous avez peut-être envie d'avoir un écran qui fait office de télé, on va dire. Moi, en tout cas, quand j'étais étudiant, j'avais clairement pas de télé. J'avais un écran de PC de 24 pouces qui me faisait office aussi de télé, avec des belles enceintes à 5 €. Voilà. Et il y a Samsung qui s'attaque un peu à cette problématique avec le Smart Monitor, puisque c'est des machines c'est des écrans qui commencent autour des 300 €. Ça peut monter vers les 700 €, hein, pour le haut de gamme. Et qui sont des écrans, en fait, qui se veulent intelligents, mais dans le bon sens du terme. Pour une fois qu'il y a un objet connecté et connecté pour des bonnes raisons. Là, c'est un des écrans qui intègre déjà une interface pour pouvoir avoir Netflix et compagnie directement dans l'interface de la télé. De l'écran, et qui ont une télécommande fournie avec le plus souvent, et des haut-parleurs intégrés aussi. Donc tout est prêt pour que vous ayez plus qu'à le brancher et avoir directement Disney+, Netflix, Amazon Prime et les plus gros services. Vous les avez directement sur l'écran, et évidemment ça fait aussi écran PC, c'est-à-dire que vous pouvez brancher ça fait aussi écran externe pour un PC ou pour un PC de bureau. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, mais du coup, voilà, c'est ce côté 2 en 1 qui est quand même assez pratique que je voulais mettre en avant. Évidemment, il y a beaucoup d'autres références d'écran qui sont excellentes. Chez Huawei, notamment, ils font des très bons écrans de bureautique si vous avez vraiment besoin que du côté écran PC. Mais moi, je voulais mentionner le Samsung Smart Monitor pour le côté hybride télé-PC. Pour un premier achat, pour un public étudiant, je pense que ça peut être pas mal. Et les dernières références, alors je crois que c'est peut-être que sur le haut de gamme, ça il faudrait aller vérifier, mais en tout cas les dernières générations, celles de 2022, intègrent même GeForce Now et le Xbox Cloud Gaming directement. Donc vous n'avez plus besoin que de brancher une manette Bluetooth et vous avez directement du jeu vidéo sur l'écran. Tu réponds déjà en partie au choix tout à l'heure, plateforme jeux vidéo, pas jeux vidéo. Tu avais commencé avec ta réponse en évoquant le cloud gaming, et c'est achève d'être présent dans la recommandation en plus des écrans. C'est intéressant. Au passage, je suis sur la page là des écrans de Samsung pendant que tu nous en parles. Et j'ai changé d'écran il y a pas très très longtemps là. J'ai pas été me tourner vers Samsung, j'ai été me tourner vers des marques beaucoup plus confidentielles qui font très bien le job pour moi. Par contre, ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est à quel point les écrans étaient tous pratiquement très mal évalués d'un point de vue consommation énergétique. Autant aujourd'hui, quand tu vas acheter ton lave-linge, j'ai l'impression que tu as très facilement du A, B sans trop de problèmes. Autant quand tu vas acheter un écran, t'es dans des lettres qui sont beaucoup plus proches du rouge et du G, avec des consommations qui peuvent parfois être pas négligeable du tout. Je sais pas si c'est un aspect, toi, qui t'a sauté aux yeux, mais je trouve que les écrans, c'est vraiment le parent pauvre de la consommation électrique aujourd'hui. On a des appareils qui sont certes magnifiques, mais qui en viennent à consommer monstrueusement de l'électricité. Je sais pas si
C'est vrai. Après, c'est malheureusement le lot de la technologie, je crois, mais tu as raison. Voilà, il y a pas d'autre chose à dire. On attend qu'ils nous fassent des performances là-dessus. Parce que je repense par exemple, tu vois, on parlait tout à l'heure des smartphones haut de gamme avec les fréquences d'affichage de 120 Hz. On va pas se mentir, quand on a goûté à des fréquences de rafraîchissement de 120 Hz, si en plus l'appareil s'adapte et ne les utilise pas s'il y en a pas besoin et donc garde de l'autonomie, c'est vraiment le bonheur, mais c'est le bonheur, on s'en rend compte quand on reprend des appareils qui n'ont pas des hautes fréquences d'affichage. Il y a un petit effet positif quand on les découvre, mais un effet très négatif quand on les abandonne. Ouais, alors ça, tu fais bien de le mentionner parce que je vais donner un truc aussi sur ça. N'achetez pas de smartphone avec des grandes fréquences de rafraîchissement, comme ça vous serez jamais déçus. Moi je suis pas forcément totalement d'accord avec toi, c'est-à-dire que oui, évidemment, enfin qui peut le plus peut le moins, ouais. Et tant mieux si vous avez un écran qui est à haute fréquence, il y a pas de souci. Mais pour le coup, c'est le genre de truc, je trouve, qui attention à l'effet. Quand je regarde les deux photos côte à côte, oui, je vois les différences. Méfiez-vous du côté quand vous, enfin, en gros, j'ai déjà eu des démos, par exemple, où on m'a montré un écran, tu sais, on te montre un écran 360 Hz à côté d'un écran 120 Hz, et tu te dis, ah bah oui, c'est beaucoup plus rapide. Mais si on te montre juste l'écran 120 Hz tout seul et que t'es en face, en fait, c'est déjà suffisamment rapide. Exactement, pour toi, il n'y a pas besoin. Et j'ai souvent peur un peu de cet effet-là de qu'on se met à comparer des produits, qu'on se met à comparer les qualités photos et ce genre de choses. Oui, quand tu mets des photos, par exemple, que pris deux smartphones côte à côte, peut te dire, ok, cette photo elle est meilleure que l'autre, donc ce smartphone il est meilleur en photo que l'autre. Mais en fait, si t'avais acheté le deuxième, celui qui était moins bon, bah, t'aurais été quand même très content de ton téléphone parce qu'en fait il fait des excellentes photos, il les fait juste un petit peu moins bien que celui d'à côté, mais c'est pas grave, tu vois. Enfin, donc faire un peu gaffe. C'est des fois, faut pas trop se perdre dans les comparos. Et je pense effectivement que quand tu passes si t'es habitué à un téléphone, par exemple 90 ou 120 Hz, et que tu repasses à un téléphone 60 Hz, peut-être que ça peut te choquer. Mais je pense qu'au fait, en bout d'une semaine, tu t'as oublié que t'étais passé sur un écran 60. Bah oui, c'est clair. On s'y habitue vite. Je trouve que le regard s'y habitue vite. Autant je dirais pas la même chose des écrans haute définition à l'époque, tu sais, de l'arrivée des écrans d'e-Retina, etc. et compagnie. Là, il y a vraiment eu une différence, un avant et un après, qui était peut-être pas, qui sautait pas aux yeux, mais qui était vraiment très différent. Oui, puis qui s'est fait en plus avec en fait, on a eu une sorte de paquet cadeau, c'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu le côté Retina de l'augmentation des définitions, puis en même temps, c'était aussi des générations d'écrans qui étaient bien meilleures parce que ça passait à de l'IPS, la colorimétrie était bien meilleure, etc. Donc on a eu une sorte de lot d'amélioration d'un coup. C'est comme quand on est passé sur les télés Full HD et après les télés 4K. Il y a pas que la définition, en fait, c'est aussi que c'est des générations de dalles qui sont beaucoup plus maîtrisées. Carrément. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de nos préconisations. Moi, je suis évidemment très curieux d'avoir déjà vos propres retours sur ces quelques recommandations, citations, regards portés sur la technologie du quotidien pour la rentrée. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et puis n'hésitez pas à réagir donc et à nous dire si jamais ce type d'épisode avec des parties un peu plus usage, consommation est à même de vous intéresser et si vous voudriez qu'on les renouvelle sur d'autres sujets, ce sera évidemment avec grand plaisir. On va quand même boucler cet épisode avec quelques news probablement rapide sur l'actu, le reste de l'actu, avec un premier sujet, moi qui me faisait réfléchir. Du coup, je suis assez intéressé pour avoir un petit peu ton avis. Moi, je voyais Disney+, je suis assez client à titre perso parce que j'ai 2 enfants. Je garde en tête que toi et moi, Cassim, on est des amateurs de DuckTales, donc la bande à Picsou, notamment la bande à Picsou nouvelle version. Moi, je suis Team Loulou, si jamais vous le saviez pas, mais Team Loulou à mort. On adore avec mes garçons regarder ça et notamment plein d'autres contenus sur Disney+. Pardon pour la parenthèse. Team Fifi. Team Fifi, tout le monde y retrouve son préféré parce qu'il est youtubeur et parce que j'adore son univers. Côté, voilà. On vous recommandera jamais assez la nouvelle version de la bande à Picsou sur Disney+. Mais juste pour vous dire que Disney+ augmente ses tarifs aux États-Unis.
Donc ils sont là actuellement à 8 dollars par mois et ils vont arriver quand même au-delà des 10 dollars, donc à 11 dollars par mois. Donc c'est une info qu'on aurait pu commencer à voir venir. Après, dans l'inconscient collectif, je pense que Disney Plus était le service de streaming avec moins de contenu que Netflix, mais quand même des contenus vachement sympas, mais de toute façon c'est moins cher, donc on peut le rajouter. Là ça commence à titiller des tarifs un peu plus élevés. Donc encore une fois, à l'international ça ne se répercute pas, mais aux États-Unis on commence à avoir des augmentations importantes, sauf si vous êtes prêt à accepter de supporter de la pub. Donc là, vous n'augmenterez votre abonnement qu'à 8 dollars par mois. Et donc, je serais très intéressé pour avoir juste ton avis et ton regard, Cassim, à titre perso. C'est, est-ce que la pub dans un service de streaming pour les consommateurs de 2022 que nous sommes vaut 3 dollars par mois ou équivalent, hein. Moi, clairement, quand je vois ça, mais no way, la publicité, pour moi, c'est un truc que j'ai banni de mes usages de streaming. Je ne veux plus jamais en voir et je me refuserai. Je suis prêt à payer 3 euros de plus par mois. Et évidemment, je dis ça peut-être parce que je fais pas partie des personnes qui sont les plus malaisées sur la gestion de leur budget pour la consommation de médias. Mais je sais pas, je suis un peu curieux d'avoir ton regard là-dessus. Alors déjà effectivement moi je grince je grince des dents pour tout te dire quand les shows Apple TV il y a des bandes annonces pour les autres trucs au début de voilà ouais. Pareil pour Amazon Prime, donc déjà ça me fait déjà grincer des dents, donc autant te dire que la pub c'est surtout que là la pub ils annoncent ça quand même c'est quelques minutes, c'est 4 minutes par heure de visionnage en moyenne, quelque chose. Enfin, bref, ça me semble assez énorme. Vous imaginez rester bloqué de 4 minutes devant la pub. Ouais. Déjà que les pubs de 3 secondes sur YouTube, si tu en as, moi j'en ai plus, hein, je suis YouTube Premium. Mais si tu en as, moi dès que je suis sur une chaîne, enfin sur le compte YouTube de quelqu'un qui n'est pas YouTube Premium ou qui n'a pas de bloqueur de pub et qu'il a ses pubs qui t'oblige à au moins juste à aller regarder 5 secondes que tu peux après passer. C'est insupportable. Déjà les 5 secondes je trouve insupportable. C'est insupportable. Et c'est vraiment l'abonnement YouTube, c'est fou parce que ça reste quand même cet abonnement où tu te dis quand tu l'as, ah c'est cher quand même chaque mois. Oui. Et puis si t'as le malheur de te désabonner, tu te dis ah bah non mais ça les vaut. Mais tu te rends compte que quand tu ne les as plus, et c'est vraiment en ça que la pub est un cancer, quoi. Mais surtout la pub vidéo, en fait, je me rends compte. Enfin, moi, j'ai moins de problèmes, avec la pub. Si tu vois, sur les sites, sur les côtés, ça me dérange moins que vraiment la pub vidéo où en plus on t'oblige à regarder parce que dès que tu cliques, notamment les chaînes de télé françaises, tu sais, le type MyTF1 et compagnie, quand ils te mettent de la pub, si tu changes d'onglet. La pub, c'est horrible, ça se met en pause, c'est infernal. Bref, donc moi clairement, oui, je vais forcer de constater que je vais probablement payer quand ils vont arriver à faire ça en France. Mais par contre, je trouve ça sacrément culotté d'augmenter l'abonnement comme ça d'un coup de 40%. Après, c'est quelque chose que pour le coup, je suis entre guillemets content. Alors, c'est vu le sujet, pas vraiment, mais d'avoir documenté ça déjà il y a 1 ou 2 mois sur Frandroid, sur le côté que on est au devant d'une augmentation générale des prix dans la tech, et ça concerne aussi les abonnements. On a vu qu'Amazon Prime augmentait son abonnement, Disney Plus augmente, Netflix est toujours le plus cher, de loin devant les autres, avec des tarifs qui sont quand même limite. Enfin, moi je trouve que Netflix est devenu le bonbon des services de SVOD en termes de rapport qualité-prix entre les séries qu'ils font et le prix de l'abonnement et les fonctionnalités de l'abonnement. C'est-à-dire que tous les services de SVOD te proposent de la 4K, du HDR, etc. dès le premier abonnement. Chez Netflix, faut aller jusqu'à 17, 20, voire presque 20 euros par mois pour avoir ces options-là. Donc et pour autant, dans leurs chiffres, ça montre qu'ils sont sur des plafonds en termes de conquête de part de marché, Netflix. Mais les gens se désabonnent pas non plus. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'ils le font aussi. Ils en ont perdu quand même. Tu sais, pendant un trimestre, là, ils ont commencé à en perdre un peu. Donc, tu sens que c'est arrivé à un plafond, quoi. Puis après, c'est aussi que le marché est ce qu'il est et que les gens préfèrent acheter de l'essence et de la bouffe que de s'abonner à Netflix. Mais oui, moi clairement mes chouchous c'est Disney, et je confesse décidément, pourtant je me suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, que en ce moment je suis en train de regarder For All Mankind, donc ça c'était après avoir regardé Severance, et que ma foi l'interface d'Apple TV+ quand même est pas mal. Alors attention, quand tu parles de l'interface, tu parles de la manière dont se comporte le player, etc. Alors le player en lui-même pas forcément, parce que je crois que la reprise est pas forcément ouf. Je parlais vraiment de l'affichage du catalogue
où je trouve que les choses, enfin, c'est fluide, c'est joliment présenté, quoi. Tu es bien, c'est bien choyé, quoi. Par rapport à Netflix où c'est devenu un petit peu un Capharnaüm. Ouais, mais les mauvaises langues diront que c'est plus simple quand t'as un catalogue un peu plus restreint. Cela dit, c'est aussi une qualité. C'est aussi une qualité, effectivement. Il y a peut-être moins une espèce de boulimie comme ça de contenu ou d'overdose de contenu. Je suis moins client de la stratégie de Netflix de vouloir faire absolument 100 séries par semaine. On préfère payer moins cher. Voir ce qui tient et puis d'en annuler la moitié, etc. Et je suis plutôt amateur de ce que fait Disney avec Marvel et compagnie, donc ouais. Voilà. Je pestais pas plus tard qu'hier en m'étant rendu compte en lançant un épisode de For All Mankind donc sur Apple TV+. Tu sais, au début t'as le bouton zapper le générique, là je sais plus quoi, et si t'as le malheur de pas cliquer dessus au bon moment ou que tu cliques à côté, il revient pas. Ça m'horripile. Non mais il y a plein de problèmes. Non mais là, alors oui, effectivement, sur la usabilité, et moi j'ai encore souvenir que Apple TV+ pendant plusieurs mois sur Windows et même sur le web ne gérait pas la reprise, tu sais, si tu t'arrêtais à 20 minutes dans ton épisode, il gérait pas de reprendre à 20 minutes, quoi. Enfin, des trucs. Bon, les services de streaming vont continuer à se mener une guerre sans merci. On continuera à en parler. Pendant qu'on parle d'Apple, juste qu'on peut relayer rapidement le fait que quelque part un bad buzz a commencé à circuler sur quelque chose qui finalement pourrait être évident au premier abord, et en fait pas tant que ça, et en fait si. Je m'explique, ce sont les navigateurs intégrés aux applications. Donc sur iOS, vous avez l'obligation d'avoir le navigateur Safari, et si vous avez envie d'installer d'autres navigateurs comme Chrome ou Firefox, en fait vous installez des coquilles qui sont un petit peu différentes. En gros, le moteur de rendu du navigateur, ce sera le même que Safari, et c'est juste la manière dont c'est amené à l'utilisateur dans l'application que ça change. Et par contre, il est possible d'intégrer le navigateur d'iOS dans l'application au lieu de Safari. Donc par exemple, c'est le cas de Facebook ou d'Instagram. Quand vous cliquez sur des liens qui vous emmènent sur des sites web, vous n'avez pas le navigateur Safari qui se lance. Ça, il est possible à travers d'autres options ultérieures, mais qui nécessitent des clics en plus. Mais par défaut, ce qui se lance, c'est le navigateur Safari. Vous restez à l'intérieur de l'application Facebook ou à l'intérieur de l'application. Intégré à l'application. Voilà. C'est pas simple à décrire, mais... donc c'est un composant qui est obligatoire de toute façon, mais tu pouvais te dire la contrepartie pour laquelle Apple oblige les développeurs à utiliser ça, c'est pour des raisons de sécurité, comme ça au moins ils savent ce qui se passe. Et ben que nenni, il s'avère que Instagram et Facebook avec ces sorties-là peuvent suivre à peu près tout ce qu'on fait sur les sites web depuis les navigateurs qui sont lancés dans les applications, ce qui est pour moi une catastrophe d'un point de vue à la fois évidemment données, mais aussi mode de défense pour Apple, parce que ça montre à quel point les exigences qu'ils donnent auprès des développeurs et pour les consommateurs n'amènent pas forcément qu'à des résultats qui sont garantis comme étant aussi bénéfiques. Donc voilà, ça c'est un peu la mauvaise passe. Et puis juste pour mentionner aussi qu'on a eu des infos qui, du coup c'est rigolo de mettre les deux en parallèle. Il y a des infos qui ont fuité autour de discussions entre Apple et Facebook il y a de ça quelques années, où Apple avait dit grosso modo à Facebook, ce serait quand même pas mal que vous lanciez une version de Facebook payante avec un abonnement, et nous on aurait un pourcentage sur cet abonnement parce qu'évidemment les gens s'abonneraient à Facebook depuis les iPhones. Évidemment ça n'a absolument pas marché, mais ça montre, c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on disait sur les pubs pour Disney+, à quel point le sujet, la philosophie de la gestion de la donnée dans la tech et de le mettre en regard de la publicité, c'est un sujet qui est pas complètement tranché, loin de là, quoi. Et en même temps, tu as vu que Apple voulait étendre son business de publicité. Absolument, et notamment dans l'App Store. Ouais, tout à fait. Avec des parts de revenus qui sont pas négligeables pour eux, donc évidemment, ils veulent capitaliser dessus. Et puis on peut tourner aussi toujours en parlant de gestion de la donnée, parce que évidemment il y a les sujets légaux sur les droits à l'avortement aux États-Unis, dont on a déjà parlé dans Tech Café il y a de ça quelques épisodes, et un des acteurs qui était pointé du doigt, c'était justement les applications de messagerie, les réseaux sociaux, etc. Et pourquoi ? Parce qu'ils auraient pu être amenés à donner des informations qui étaient
projet entre leurs mains parce que la justice leur demanderait dans le cadre de justement de conflits juridiques liés à de l'avortement. Et justement, c'est arrivé sur Facebook. Il y a des données qui ont été transmises à l'État parce qu'il y avait eu justement des cas d'avortement qui ont été traînés devant la justice et ils ont été un petit peu obligés d'obéir. Alors c'est difficile de leur reprocher d'avoir obéi là comme ça parce que ils s'en tiennent à la loi, hein. On a beau se plaindre, ils font quand même ce que la loi leur demande de faire, donc on peut pas non plus les taxer d'avoir opéré illégalement. Ce qu'on peut peut-être plus raisonnablement leur reprocher, c'est de pas avoir été plus proactif sur la mise en place des chiffrements de bout en bout dans les services de messagerie et notamment de Messenger pour protéger un petit peu plus les utilisateurs et justement eux-mêmes les protéger de ce type de situation un petit peu difficile. Ça tourne mal pour la gestion de la donnée sur ces sujets légaux. Et d'ailleurs, il y a un article de Numérama qui est sorti aujourd'hui, qui est encore dans la droite continuité, que vous pourrez aller regarder, et qui parle justement des apps de suivi de règles qui mettent clairement les personnes en danger pour la gestion de leurs données personnelles. La fondation Mozilla a fait un test avec 25 applications et objets connectés, et il y en a une très grande partie qui ne respecte pas du tout la confidentialité des données de ces utilisateurs, en plus avec des conditions d'utilisation qui sont super pas transparentes. Je crois qu'il y a juste un service qui est à peu près souligné comme étant positif. Sans doute le service qui montre qu'ils ont été objectifs et qu'ils sont pas que dans la critique. Mais là, je pense qu'il y a matière effectivement à pointer du doigt. Voilà, peut-être pour continuer, et aussi ça fera écho avec nos sujets sur le cloud gaming de tout à l'heure, le fait que Google met en place la possibilité petit à petit de lancer n'importe quel service de streaming de jeux vidéo avec un lien. Donc en gros, il va être possible de googliser un jeu demain, et si jamais il est disponible sur des plateformes de streaming qui ont été référencées par Google dans le moteur de recherche, ça lancera automatiquement le service de streaming. Ça, je trouvais ça assez ouf quand même de se dire que demain on pourra peut-être, moyennant les abonnements qui vont bien, mais lancer des jeux vidéo simplement en tapant la requête Google. Ça, je me disais que c'était complètement dingue. C'est l'équivalent de quand tu cherches une série télé ou un film et qui te propose YouTube, Netflix. Oui, voilà. exactement. C'est un peu la même philosophie pour expliquer. C'est la même philosophie avec du coup le parcours qui est, on va pas se mentir, hyper simple parce que t'as pas besoin d'acheter le jeu, de le télécharger, etc. Ça, je pense qu'effectivement les développeurs de jeux vidéo vont s'en donner à cœur joie et les plateformes de distribution qui vont avec. Et puis aussi pour mentionner que Google va un petit peu évoluer sur la manière dont on va faire certaines requêtes. Aujourd'hui, il y a par défaut, quand il y a des sujets qui sont un peu controversés, les sujets controversés qui remontent sans autre forme de mise en contextualisation. C'est un petit peu moins vrai depuis quelques années, notamment depuis l'arrivée du Covid qui a pas mal amené les acteurs tech et notamment Google à contextualiser un certain nombre de résultats, mais ils vont être amenés à vous informer quand il n'y aura pas vraiment de résultats trop pertinents. L'exemple qui est pas mal donné, c'est quand on essaye de contacter les Illuminati. Donc là, ils vont nous dire, il n'y a peut-être pas forcément de recherche, il n'y a pas forcément de résultats pertinents à votre recherche. Et c'est vrai que ça peut prêter à sourire. C'est quand même intéressant de se dire que c'est une fonctionnalité qui va être installée un peu par défaut dans Google, alors que c'est pas le cas aujourd'hui et qu'il y a plein d'événements que Google va avoir du mal à traiter parce qu'ils vont arriver très vite. Là encore, le Covid nous montre que ça peut arriver, mais il peut y avoir des catastrophes dans le monde qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Et quelque part, je me dis que c'est un rempart de plus pour amener un petit peu plus de pédagogie, d'éducation et de lutte contre les fake news. Donc plutôt pas mal. Je sais pas si ces sujets autour de Google t'inspirent, toi, Cassim, ou si tu voulais compléter. Non, pas du tout. Enfin, j'ai pas de remarques particulières. C'est plutôt des bonnes choses pour le coup, même si, des news positives. Un jour, Google sera peut-être un petit peu plus transparent sur le fonctionnement de son moteur. Voilà. À coup de régulation, ils vont y arriver. Mais ce serait pas mal. Mais pour revenir à une news que tu as traitée plus tôt, parce que ça me vient à l'esprit que je l'avais pas indiqué tout à l'heure, sur la question du navigateur intégré de Facebook et Instagram qui était un petit peu scandalisant. Si ça pouvait pousser Apple à se bouger pour mieux intégrer et fluidifier, on va dire, la navigation sur iOS, ce serait pas plus mal si ça pouvait un peu les motiver à ce que quand tu cliques sur un lien YouTube, ça démarre YouTube plutôt que de démarrer la web app de Twitter, puis
le lien vers Safari, Ah, puis c'est enfin l'ouverture dans l'application YouTube. Et encore, ça a gagné en transparence, hein, mais Oui, c'est pas mais, parfait. c'est voilà. Et si vraiment, enfin si disons la gestion du navigateur par défaut ou ce genre de choses n'était pas un peu à la carte, Voilà. ou des fois voilà, il faut aller dans les paramètres de Gmail pour lui dire que tu préfères ouvrir les liens avec tel navigateur plutôt qu'un autre. Ce serait bien que ce soit plutôt, enfin voilà, que ce soit mieux fait. Si ce genre de scandale un peu pouvait bouger Apple à mieux gérer sa plateforme, même si la faute revient entièrement dans le cas présent à Instagram et Facebook. Hein. Oui, bien sûr. Il y a clairement quelque chose de mal intentionné et ils jonglent avec quelque chose qui leur a été permis de faire techniquement. Mais tu as raison. Apple étant souvent habitué, en plus étant connu pour bien maîtriser sa plateforme et pour souvent mettre les mains dans les dossiers comme ça. Voilà, ce serait bien que ça amène à une évolution d'iOS qui soit plutôt positive. Mais je crois, c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, je suis à peu près persuadé que ça va les amener à faire les choses inverses. Je suis à peu près persuadé que dans iOS 16, version 16 points, je sais pas combien, il y aura un truc qui va revoir en profondeur la façon dont le composant navigateur peut être intégré dans les applications, voire même réduire encore plus la bride par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Non, mais alors moi, ça me va du coup. C'est-à-dire que par exemple, Twitter, quand j'ouvre un lien dans Twitter, plutôt que d'ouvrir le navigateur web intégré de Twitter, il m'ouvre directement Chrome ou Edge, par exemple, que j'ai réglé dans mon navigateur par défaut. Moi, je préfère ça, quoi. Oui, je comprends. Ok, oui, effectivement, ce qui serait plus propre. Ça se tient. Allez, une chose très rapidement, c'est la correction d'une date qu'on a déjà communiquée, parce qu'en plus, là encore, c'est du positif, mais il y a The Merge qui est non pas le site d'actualité qu'on aime bien citer, mais The Merge avec un M, qui est la date où Ethereum va basculer sur un fonctionnement de preuve de travail à une preuve d'enjeu, donc un fonctionnement qui va être beaucoup plus respectueux de la consommation énergétique qui est nécessaire sur ce type de fonctionnement. On va passer vraiment d'une valeur 100 à une valeur 0 quelque chose, hein. Donc c'est vraiment une grosse différence, avec aussi un fonctionnement qui va limiter fortement les congestions. Donc c'est vrai que la plateforme Ethereum pouvait être vite congestionnée et laisser place à des bouchons. Bon voilà, elle va être beaucoup plus réactive. Et la date est un petit peu avancée, ce sera le 15 septembre, donc plus qu'un mois à attendre avant d'avoir une plateforme Ethereum, la blockchain Ethereum qui sera beaucoup plus intéressante et beaucoup moins sujette à critiques. Ça, c'est très cool. Tu sais, du coup, je me demande dans quelle mesure ça m'évoque un truc auquel je n'avais pas du tout pensé, qui est parce que la question de l'énergie est quand même une question centrale, notamment en Europe là pour l'hiver qui arrive. Et du coup, je me demande dans quelle mesure quelque chose qui est aussi imposant que l'Ethereum et qui consommait autant, le fait de passer d'un truc justement de consommer 99,95% de moins peut avoir un impact macro sur la question de la gestion de l'énergie au niveau mondial ou sur des continents. Voilà, je me pose la question. C'est intéressant parce que je me rends pas compte de la part d'Ethereum par rapport à la consommation énergétique globale des cryptos et par rapport à la consommation globale dans le monde. En fait, il faudra qu'on recreuse les chiffres. Mais c'est ça, je me rends pas compte. C'est vraiment, j'ai pas du tout les chiffres et ça me vient complètement à l'esprit là en parlant, c'est tout. Je veux pas te dire de bêtises, mais c'est l'équivalent d'une consommation liée à Netflix qui disparaît, quoi. Si je dis pas de bêtises. Je pense que toute économie est bonne à prendre vu les enjeux d'énergie et du coup, je me dis que ça se trouve, ça peut toujours aller dans le bon sens, quoi. Ça peut nous aider. Carrément. Voilà. Et là encore, c'est une news positive, donc il y a des choses positives dans la tech qu'on va laisser. Mais je sens que tu voulais éviter le sujet Dragon Ball. Je voulais clairement éviter le sujet Dragon Ball, mais on ne devait pas parler de Sangoku avec son M16 ou son AK-47. On va en parler. Je voulais juste, parce que c'est tellement Tech Café et c'est tellement rigolo de le mentionner quand même, la série, en gros, ça va être Ring Nation, donc c'est une série télé que va proposer Amazon, qui a racheté les aspirateurs Roomba, petit clin d'œil au précédent épisode qui est disponible dans le flux du podcast, et qui donc va proposer une série qui va être basée sur les contenus filmés par les sonnettes connectées Ring qu'ils ont racheté. Donc le côté vidéo gag Black Mirror est assez fait rire un peu jaune, mais bon, voilà, ça je voulais aussi le mentionner rapidement. Et effectivement, dernier truc dans la rubrique jeux vidéo pour dire que et on va garder le meilleur pour la fin, t'as raison, Horizon Worlds est a priori dispo en France, mais alors ce qui est marrant, c'est que j'ai testé sur mon Quest 1 qui serait a priori compatible, que nenni, il n'y a pas de Horizon World. Moi je voulais tester Horizon Worlds en France qui arrivait, pas du tout. Par contre, du coup j'ai relancé mon Quest 1, Cassim, et j'ai passé tout à l'heure j'espère que tu vas pas
te moquer. Bon, tu pourras te moquer, c'est ton droit. J'ai fait une séance de méditation avec l'Oculus Quest. Eh bien, très bien. Il y a une application qui s'appelle Trip et qui est, bon, elle est en accès gratuit pour une semaine. J'ai lancé le truc. Écoute, ça m'a détendu de malade. J'ai lancé le truc. Non pas que j'étais particulièrement stressé, hein, je vais pas me plaindre, j'étais plutôt dans une période de vacances. Mais écoute, j'ai passé un quart d'heure de repos extraordinaire et je me suis rendu compte aussi à quel point la plateforme Oculus que j'avais pas lancée depuis un moment a bien grandi. Les interfaces sont beaucoup plus propres, l'interface de navigation à la base c'est vachement plus chouette. Le truc est un peu plus réactif aussi et il y a un catalogue qui est hyper intéressant. Je pense qu'on reparlera de VR dans les futurs épisodes, ça c'est clair. Donc j'ai pas trouvé Horizon Worlds, mais a priori c'est dispo en France. Et oui, tu as raison, il y a probablement le sujet de l'été qu'on doit relayer, mais quand même, je pense que c'est suffisamment intéressant pour être souligné. C'est la saison Dragon Ball Fortnite qui arrive avec des personnages Dragon Ball qui vont arriver dans Fortnite, la possibilité de faire des Kamehameha, l'île de Tortue Géniale qui va être accessible. On pourra visionner des épisodes de Dragon Ball Super dans une croisière dans Fortnite. Et en fait, deux choses qui me font réagir à cette info, c'est d'une part, bon, à quel point la franchise Dragon Ball est assez ouf quand même, parce que je pense que c'est une marque de culture populaire remarquable que d'être présent dans Fortnite aujourd'hui. Et le fait que Dragon Ball le soit, c'est quand même assez ouf. J'ai jamais vu d'ailleurs Dragon Ball Super, et vous voyez, au final, ça me donne envie de voir les épisodes de Dragon Ball Super, alors que je pense qu'il serait jamais venu dans Fortnite, même si je ne veux même pas jouer en Fortnite, ça me serait même pas venu à l'idée. Comme quoi la force de communication autour de licences est très très puissante, je pense. Et la deuxième chose, c'est à quel point Fortnite démontre là, une fois de plus, encore une fois, à quel point c'est un acteur triple guillemets métavers qui est assez important à suivre et qui démontre là aussi une capacité d'animation de sa communauté qui est assez dingue. J'ai l'impression que ça requiert pas mal d'engouement. T'es joueur Fortnite, toi? T'es sensible un peu? Alors non, pas du tout. Mais pour le coup, j'ai vraiment jamais accroché au jeu, malheureusement. Moi, c'était la construction qui me rebutait. Je voyais mon ouais. fils qui commençait à construire des trucs et j'ai jamais réussi et j'étais vexé. Du coup, je voulais pas voir que j'étais plus mauvais que mon fils. Alors moi, c'est le fait de c'est la jouabilité, le côté troisième personne, le fait de voir ton personnage, la visée, tout ça, j'y arrivais pas. Il y a quelque chose dans le jeu, je sais pas, la fluidité. Enfin, il y a un truc qui a pas marché sur moi en tout cas. Sans que je pète vraiment le doigt dessus. Mais t'es pas plus client PUBG non plus, du coup. Non. Après, c'est vrai que je suis plus amateur de jeux, on va dire, j'allais dire fun, mais c'est un peu méchant pour les jeux, mais je veux dire, et pour le coup, c'est pour ça que Fortnite aurait pu me plaire, hein, moi, je suis plus amateur de jeux comme Overwatch qui sont plutôt plus colorés, plus colorés, moins la guerre, etc. quoi. Mais du coup, après, c'est toujours impressionnant de voir. Alors, blague à part, même si effectivement voir Goku. Il y a deux choses qui m'interpellent. Donc effectivement, le côté Sangoku qui porte une arme à feu, etc. C'est quand même assez perturbant, même si dans l'univers Dragon Ball il y a des armes à feu. C'est quand même assez perturbant et à chaque fois, ça me fait poser des questions sur l'usage des licences que les gens prêtent, les ayants droit prêtent à chaque fois, voilà, à Fortnite parce que phénomène Fortnite. Même si j'ai bien conscience que c'est l'argent avant tout, mais c'est toujours c'est quand même des marques qui des fois sont très protectrices de leur propriété intellectuelle et qui là je trouve sont peut-être moins regardantes, j'ai l'impression, sur l'utilisation qui en est fait, même si, et ça c'était ma deuxième remarque, j'ai l'impression qu'il y a toujours un soin apporté malgré ce côté un petit peu cette dissonance cognitive de voir Sangoku affronter peut-être Dark Vador ou quoi. Il y a quand même une certaine qualité d'intégration quand même. Ils font les choses comme tu l'as dit. Il y a quand même pas mal d'événements, pas mal d'activités. C'est pas juste un skin Sangoku, voilà. Et il y a toujours, je me rappelle que les gens avaient été pas mal séduits quand il y avait eu Spider-Man qui était arrivé dans Fortnite. Par la mécanique de grappin, de filet, qui apparemment était très réussie. Là, les gens sont plutôt séduits par le côté Kamehameha, etc., qui apparemment est plutôt bien intégré aussi, le vol avec le nuage magique, etc. Donc il y a toujours une sorte de soin apporté à l'intégration de la licence, pas sans rappeler ce que faisait Smash Bros aussi avec les licences externes. C'est intéressant. Après, ça montre une nouvelle fois à quel point Fortnite, il y a aucune limite à l'intégration de Fortnite.
d'autres licences et à quel point c'est le crossover ultime de la pop culture, quoi. Donc, ouais, c'est sûr. fou, Et quoi. avec une intégration, quand tu parles de soin d'intégration, je trouve aussi que dans les vidéos, on voit que les personnages sont aussi intégrés de manière hyper soignée graphiquement, parce que les animations, par exemple, sont les super animations sont très bien faites et le personnage en tant que tel, avec le rendu cel shading pour rappeler le dessin animé, cohabite plutôt bien, je trouve, avec les personnages de Fortnite, aussi bien qu'on puisse se l'imaginer en tout cas. Donc bravo à eux, c'est un chouette travail, je pense. Merci infiniment Cassim de m'avoir consacré un petit peu de temps cette semaine pour un épisode estival de Tech Café qui est un petit peu moins représentatif de ce qu'on fait dans les formats hebdomadaires, mais qui est peut-être aussi représentatif d'une partie du contenu que j'aimerais bien voir évoluer de temps en temps pour un petit peu plus rapprocher Tech Café des usages des gens et de parler de tech un petit peu plus différemment. Je pense que c'est aussi une composante forte. Donc merci beaucoup Cassim. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Oui, on peut me retrouver sur frandroid.com et sur la chaîne Twitch de Frandroid le mardi matin. D'ailleurs, j'ai déjà vu un Guillaume Vendée des fois se balader dans le chat. Voilà. Oui, effectivement, ça m'est arrivé de venir, mais parce que c'était Cassim. Sinon, non, effectivement, et c'est très chouette aussi d'avoir ce rendez-vous sur Twitch où on peut vous retrouver. Et puis sur Twitter, notre Cassim, merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou sur les réseaux sociaux en tapant Guillaume Vendée, sur le serveur Discord de Tech Café et sur techcafé.fr dans les commentaires que j'aurai grand plaisir à lire. J'attends aussi tous vos avis sur les plateformes de podcast, toutes celles que vous utilisez, inondées de 5 étoiles, toutes ces applications pour faire connaître Tech Café et montrer autour de vous à quel point le podcast vous est cher. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ces petits épisodes estivaux. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.